Par un ultime vote du Sénat, le Parlement a adopté définitivement mardi soir la proposition de loi dite anti-casseurs, reprise à son compte par le gouvernement dans le contexte des manifestations des Gilets jaunes. C'était une loi proposée par les Républicains. Question, est-ce que le Conseil constitutionnel qui va être saisi vous rassure au fond? Est-ce que c'est une démarche qui a tendance à vous rassurer, vous et vos amis de la gauche? Le président de la République fait de la politique, il fait une prise de judo. Il savait très bien que les oppositions allaient saisir, notamment sur l'article 2, le Conseil constitutionnel. Vous savez, cet article qui dit quoi finalement? Qui dit tout simplement que ce sont les préfets qui donneront un avis de pouvoir ou pas manifester et non les juges. C'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer dans notre pays sur le terme des libertés. Et le président de la République, pour clore le débat, renvoie au Conseil constitutionnel. Ceux qui ne sont pas des initiés peuvent imaginer que c'est la bonne procédure, mais le Conseil constitutionnel, écoutez, vient d'être renouvelé il y a quelques jours à peine. Ils ont été installés, je pense à Jacques Mézard, à Alain Juppé, en remplacement des sages. J'imagine pas que le politique. J'imagine pas un instant que le premier acte politique du Conseil constitutionnel renouvelé pour bon nombre de ses membres par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat pose comme premier acte politique de renvoyer dans les cordes un texte porté par la majorité. Je serais très étonné, mais en tous les cas, j'espère au nom des libertés que ce sera le cas, parce que cet article 2 pose quand même de véritables questions. Le défenseur des droits, Jacques Toubon, a présenté son rapport annuel hier, et il a redit son opposition, son inquiétude quant à l'utilisation de ce qu'on appelle les armes de force intermédiaire dans les opérations de maintien de l'ordre. Tout ce qui est LBD, lanceur de balles de défense 40, grenades de désencerclement, ce qui a redonné naissance à une petite polémique autour du sujet. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Excusez-moi, mais ce n'est pas une petite polémique autour du sujet. D'ailleurs, ça fait plusieurs années qu'il dénonce l'usage de ces armes. Il y a quelques jours, portée par d'éminents professeurs en médecine ophtalmologues, qui ne sont ni des partisans de gauche ou de droite ou de La République En Marche, juste des professeurs en médecine qui ont décrié ce qui est en train de se passer dans ce pays depuis maintenant plus de 4 mois, où vous avez plus de 20 de nos compatriotes qui sont retrouvés avec l'œil crevé. Est-ce qu'aujourd'hui, manifester dans notre pays, en France, justifie des mains arrachées, des yeux arrachés? Je ne remets pas en question le travail de nos policiers, qui est un travail extrêmement compliqué. Ce que je remets en cause, ce sont les méthodes portées par le ministère de l'Intérieur. Il faut que Christophe Castaner se remette en question et remettre en question le mode opératoire désormais lorsqu'il y a des manifestations comme celles que l'on vit tous les week-ends. Enfin, c'est pas possible. Le mode opératoire plus que les outils. Le mode opératoire et donc les outils, ça va de soi. Pourquoi d'autres pays européens n'utilisent pas les LBD? Ça pose bien question. À un moment où ce gouvernement adore faire du benchmarking, bien qu'il aille regarder ce qui se passe ailleurs et pourquoi on ne l'utilise pas. L'actualité de votre parti, Conseil national du Parti socialiste, samedi, sur les européennes, vous avez trouvé votre tête de liste? Moi, je le pense, que Olivier Faure serait une très bonne tête de liste. Il est aujourd'hui le premier secrétaire. Mais il ne suffit pas d'avoir une tête de liste. Vous savez, une campagne européenne, c'est une équation un petit peu subtile. Ce sont évidemment d'essayer d'épouser large dans des formations politiques, sur des idées communes, pourquoi pas aussi la société civile. Je ne crois pas qu'il y aura que des représentants des partis politiques dans la liste demain, emmenés peut-être par Olivier Faure. Mais pour nous, et pour moi en tous les cas, cette équation subtile passe par un postulat qui est incontournable. C'est celui de rassembler la famille des socialistes à l'image, à l'instar de ce qu'a fait LR. Pour faire cette campagne, il faut marcher sur nos deux jambes. Et l'histoire des élections européennes a toujours fait montre que les premiers secrétaires dans notre histoire du parti ont toujours rassemblé l'ensemble des sensibilités dans ce combat qui est extrêmement compliqué. Je n'imagine pas un instant qu'Olivier Faure fasse un autre choix, sinon ce serait quasiment suicidaire en termes de dynamique électorale. Ce combat du rassemblement, c'était aussi le vôtre quand vous avez créé la gauche arc-en-ciel l'automne dernier. L'idée, c'était de pouvoir parler avec tout le monde et de rassembler les gauches dans la perspective des européennes et des municipales. Du coup, j'ai envie de vous demander l'échec de ce rassemblement, parce que c'est un échec, pour l'instant il n'y en a pas, c'est aussi votre échec, vous avez échoué en la matière? C'est un échec collectif. Mais vous avez une part de responsabilité particulière? Alors, si la part de responsabilité m'incombe, je ne sais pas. J'ai en tout cas, je crois, fait le job. Et je continue à le faire parce que vous savez... Du coup, qu'est-ce qui a coincé, en fait, si vous avez fait le job ? Ce qui a coincé, ce sont des égoïsmes et une guerre d'ego.
Des questions de personnalité. C'est pas l'affiche qui est trop petite, c'est les têtes qui sont trop grandes. De qui? Vous parlez de qui? De tous ceux qui n'ont pas voulu, que ce soit mes amis d'Europe Écologie, les Verts, mes amis de Génération, du Parti communiste. Vous croyez que sur la question européenne, la gauche française n'avait pas des points de convergence? Lesquels? Sur les services publics, sur la question des travailleurs détachés, sur le glyphosate et les questions d'écologie, sur les Paradise Papers et l'évasion fiscale, sur la question des migrants. Sur tous ces sujets-là, la gauche ne pouvait pas converger. Pourquoi elle ne l'a pas fait? Eh bien parce que je pense que les militants, les sympathisants, le peuple de gauche a été pris en otage par ceux qui dirigent aujourd'hui les partis. Vous ne pensez pas que les gens peuvent se dire beaucoup de bruit pour rien, quoi? On est à 5-6%. Non, et vous n'avez toujours pas de tête de liste, et vous n'avez toujours pas de liste composée, et. Moi, je vous fais le pari, à partir du moment où ce que j'ai évoqué sur votre plateau puisse avoir lieu dès samedi prochain, que nous serons non seulement dans le game, comme disent mes amis de Marseille, mais nous serons présents dans cette compétition parce qu'elle est importante et que l'idée européenne est une idée forte. C'est quoi le pourcentage pour vous pour être dans le game, comme vous dites? Je ne suis pas dans ça. En tous les cas, je sais que nous ne sortirons pas des radars. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que pour continuer à faire le Tour de France, je vois les forces en présence dans nos territoires, je vois de bon nombre d'exécutifs locaux qui pourraient aussi s'engager dans la campagne électorale, les grands-mères, sans être candidats. Et donc, à partir de ce moment-là, cette mise en ébullition de ce que nous représentons sur le maillage territorial doit et va donner des résultats. Pascal Perrineau, un des garants du grand débat voulu par Emmanuel Macron, critique la présence trop affirmée du président de la République dans ce grand débat. Question, c'est pas un peu déloyal de faire ça alors qu'il est un des garants de ce grand débat? Vous ne trouvez pas? Je suis très étonné de l'analyse de Pascal Perrineau. Il ne faut pas être grand clair pour se rendre compte que Emmanuel Macron a occupé tous les espaces. C'était le stand-up 2 ou 3 fois par semaine, pendant 8 à 10 heures par jour. Vous étiez prisonnier de toutes les chaînes info. Bon, au moins, mais j'ai compris après qu'il y avait une perte d'audimat et après on est passé à autre chose. Parce qu'à un moment donné, quand on sature, on sature. Moi, je trouve que c'est toujours bien quand on va débattre avec nos concitoyens. Ça, c'est quelque chose... je suis un élu local, je suis un élu national, c'est parfait. Après, il ne suffit pas de faire, avec beaucoup d'habileté politique, un botté en touche pour essayer de sortir de la nasse dans laquelle lui-même s'était mis avec la question du pouvoir d'achat et la taxe carbone, on s'en souvient. Il faudra donner des réponses surtout concrètes. Moi, Qu'est-ce que vous attendez comme réponse, vous? Ce que j'attends comme réponse, tout simplement, ce n'est pas l'indexation des retraites les plus modestes sur l'inflation, par exemple. C'est l'indexation de toutes les retraites sur l'inflation. D'ailleurs, j'ai entendu des marcheurs réclamer la même chose. Quand je découvre que le parti au pouvoir, M. Stanislas Guerini, a comme une des grandes propositions phares, tenez-vous bien, de faire en sorte que la taxe d'habitation soit supprimée pour tous les contribuables, c'est juste qu'à demander le Conseil constitutionnel, on en parlait tout à l'heure, il y a un an. C'était la clause incontournable pour que le Conseil constitutionnel valide le projet de loi de finances. Et en même temps, les prises de judo perpétuelles des marcheurs, ils vous inventent ça comme une nouvelle mesure liée aux 3500 enquêtes chez eux. Stéphane Vernet. On se fout du monde, quoi. Gaspard Ganzer, le conseiller de François Hollande, officialise sa candidature à la mairie de Paris. Il y en a beaucoup, hein. Mounir Majoubi, candidat à la candidature. Benjamin Griveaux, on en parle. Ça vous inspire quoi, toutes ces candidatures contre Anne Hidalgo? C'est un concours de beauté. Parce que j'entends beaucoup de candidatures, mais je ne sais pas ce qu'ils proposent. Il n'y a rien. C'est le vide interstellaire. J'ai lu l'interview de Majoubi. Candidat à la candidature, lui. Hein, je vais donner 20% de mon indemnité pour les SDF. Au secours. Au secours. Et il veut être le maire de la capitale. Franchement, les Parisiennes et les Parisiens méritent mieux que ça. Donc vous allez soutenir Anne Hidalgo? Bien sûr, je soutiens Anne Hidalgo. Et d'ailleurs, pour côtoyer comme vous beaucoup d'habitants de Paris, il y a eu, alors pour le coup, un Hidalgo bashing il y a 1 an et demi. Chacun se rend compte aujourd'hui, sur la fin du mandat, que toutes les réalisations de Paris sont en train de trouver un écho extrêmement favorable. Et en tout cas, moi, comme député d'Île-de-France, pour le coup, je mettrai toute mon énergie à la réélection, évidemment, de mon ami Anne Hidalgo.